راح نوردين بعد مرض سين سكسين ولا شوي بعد général المسرح c'est un plaisir de vous avoir ici pour nous parler de votre vie, Madame Kamprad. Vous abordez ici des questions vraiment très complexes. Nous, en tant que population d'origine kabyle de Vienna, on a sorti ce type de débat. Ceci dit, je passe à ma question. Je reviens sur la question des minorités. Alors, autant que je sache, est-ce que la définition de la minorité est unique ou bien il y a plusieurs définitions qu'on pourrait donner parce que ça peut être une minorité linguistique, ça peut être une minorité religieuse, ça peut être économique. Donc, de quelle minorité nous sommes et à l'intérieur, est-ce qu'on est réellement une minorité en tant que Kabyle, au sens propre du terme. Ensuite, à l'intérieur de cette minorité, il me semble aussi qu'il y a plusieurs courants qui la traversent. Est-ce qu'on est suffisamment homogène pour réclamer une indépendance vis-à-vis des autres entités de la vie? C'est-à-dire, autrement dit, quelles sont nos chances de survie. Ensuite, les Kabyles, peut-être, on pourrait parler de berbères, c'est un peuple qui est dispersé à travers énormément de régions. Est-ce que quelqu'un qui se considérerait comme étant des nôtres pourrait faire partie? Comment? Et on revient à cette question de frontière dont vous avez parlé. Il me semble que c'est très difficile peut-être de la tracer. Et donc, je voulais savoir un peu comment vous voyez cette notion de minorité. Est-ce qu'on l'est réellement et c'est quoi? C'est relatif à la géopolitique, la post-colonisation et mondialisation. Donc, dans le contexte géopolitique post-colonial, avec l'avènement de la mondialisation, est-ce que le concept de l'État-nation rattaché à la revendication identitaire pourrait fonctionner actuellement au XXIe siècle? À quel niveau? Au niveau revendication identitaire qui va se traduire par une revendication territoriale centrale. Est-ce que dans le contexte actuel, où les grandes puissances ne seront pas du tout intéressées à voir l'émergence des petites cultures églises pour menacer l'ordre mondial? On voit l'exemple à travers la Libye, la Syrie actuellement, et bientôt le Mali. Qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau des Touaregs, etc. Donc, l'Afghanistan, c'est un bon exemple aussi. Donc, la question, est-ce que par rapport à l'identité kabyle, à quel niveau vous la situez dans toute cette mouvance? Et quelles sont les chances? Parce que c'est une nation. C'est vraiment, c'est un cheminement, disons, dans le temps et dans l'histoire. Est-ce que c'est pas des droits parallèles lorsqu'on voit le contexte actuel, économique, mondial, géopolitique, versus les revendications identitaires et culturelles, que ce soit le peuple kabyle, les Canaries dans les dents, comment dénuer tout ça? Est-ce que c'est faisable? Une étude de faisabilité au lieu de... Bien sûr, je suis kabyle et c'est-à-dire en termes de faisabilité. Il y a beaucoup de Kurdes qui sont répartis à travers 6 pays du Proche-Orient,
il y a les Togolais, il y a on peut en compter des milliers. Donc en termes de faisabilité, un siècle par exemple, يحسب أرومي بريد باسكو تما ماشي d'aromi كسميها غير أرومي. مثلا avec l'internet, les moyens de communication et tout ça, هذا واحد وخامس يتقصر avec quelqu'un qui est en Chine, mais le Jari, c'est-à-dire qui voit là pendant un mois. Donc en termes de faisabilité, c'est-à-dire est-ce que c'est une utopie? فاهم أكيد. Le redémarrage de la mondialisation à partir de la chute du mur de Berlin est traversé par deux mouvements antagoniques, mais d'apparence seulement, parce qu'ils sont complémentaires en réalité. Il y a la tendance à la construction des grands ensembles, et il y a la tendance à l'émiettement des pays mal conçus. L'un et l'autre répondent à des besoins de l'évolution de l'humanité. Là où il y avait manque de droits, de respect de droits des peuples, il y a nécessairement une tendance vers l'affirmation des peuples liés et inexistants. Là où les peuples sont déjà formés et bien structurés, ils vont vers des grands ensembles. 6 petits pays qui vont naître de l'éclatement des pays mal conçus, des pays faillis, comme aurait dit Védrine, ou des pays en faillite, vont d'abord se viabiliser, ensuite chercher d'eux-mêmes à construire de grands ensembles. Mais l'histoire ne leur dicte pas de le faire tout de suite. C'est-à-dire de se regrouper tout de suite avec les autres ou de ne pas exister. Bien au contraire. Ils ne s'associeront avec les autres que le jour où ils existeront à part entière. Donc ce n'est qu'une fois qu'on a résolu ces problèmes et qu'on est reconnu qu'on fraternise avec son environnement. Tant qu'on n'existe pas, il n'y a pas de fraternité. Si vous vous souvenez, Mould Firaoun avait écrit journal de la guerre. Et à un moment donné, il était interpellé sur l'internationalisme prolétariat. Les trotskistes, les communistes notamment. Il a répondu ceci. Moi aussi, je veux être citoyen du monde. Moi aussi, j'aurais bien aimé que les frontières n'existent pas. Permettez-moi juste d'avoir ma patrie. Ensuite, je suis frère de tout le monde. Une fois que j'ai ma patrie, je suis frère de tout le monde, mais pas avant. Ou alors, il faut que tout le monde m'aide à exister en tant que tel, et on ira ensemble. Voilà. Ces deux tendances sont contradictoires en apparence, mais elles sont complémentaires. C'est la meilleure façon de relancer la marche du monde vers la paix et la liberté, dans la liberté. Voilà. Rachid a posé le problème de la manière de rapatrier, ou plutôt, quels sont les pouvoirs à rapatrier vers la Kabylie. Je vais vous dire tout de suite, moi, ils sont tous à rapatrier. Pas un seul, je le laisserai ailleurs. C'est mon devoir et c'est mon aspiration. Il faut que les Kabyles soient maîtres de leur destin. Ceci dit, dans la phase qui est la nôtre, s'il y a de la bonne volonté et de la sagesse, de la clairvoyance, on peut tout à fait négocier un processus de rapatriement des pouvoirs, mais en commençant par l'essentiel. C'est-à-dire d'avoir son propre gouvernement, d'avoir son propre parlement pour voter nos propres lois, d'avoir notre propre budget et d'avoir notre école et d'avoir notre sécurité. Ensuite, petit à petit, notre fiscalité.
Voilà. On connaît. J'ai personnellement discuté beaucoup avec les Catalans. Quand on leur a donné leur autonomie, après la mort de Franco, l'un de ceux qui avaient géré à l'époque m'a raconté, m'a dit, écoutez, on nous appelle, hein, au niveau de la direction de l'élite catalane, on leur dit, voilà, vous avez ce bureau, c'est juste 4 mètres sur 3, une chaise et une table, c'est votre ministère des Finances. Allez-y, travaillez. Et il fallait s'ingénier à travailler pour faire fonctionner ce ministère et trouver les moyens de le faire. Voilà. Mais petit à petit, ils se sont rendus compte qu'il leur manquait un élément important, la fiscalité. Il vaudrait que ce soit eux qui lèvent l'impôt et donner à l'État central sa quote-part. Ils refusent que l'État central continue à collecter l'impôt et le reverse ce qu'il veut ensuite. Il vaudrait que ce soit eux qui décident quel est le quota, quel est le pourcentage de leur rente fiscale qu'ils vont reverser à l'État central. Voilà. Voici l'un des pouvoirs à rapatrier immédiatement, sachant pertinemment la situation de la Kabylie. La Kabylie, j'ai fait les calculs personnellement, j'ai collecté toutes les informations concernant l'impôt. La Kabylie avait payé pour 200 milliards 200 millions. Non, 2 milliards de dinars. Je me souviens plus. En tout état de cause, oui, 200 milliards d'impôts. J'ai regardé le budget de l'Algérie en 2003. Il était de 116 milliards. Si on enlève les 60% de la rente fiscale issue des hydrocarbures, il restait exactement 6 milliards. Sur les 6 milliards, voilà, la Kabylie avait donné 2 milliards. Et quand on fait le calcul de l'ensemble des subventions, y compris des salaires des fonctionnaires qui sont payés en Kabylie, on arrive à peine à 50 millions de dinars. Il y a chaque année 150 milliards de dinars qui sont confisqués à la Kabylie.